RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à RFM, il est midi, l'heure du grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, Maître Ousmane Seye a rejoint sa dernière demeure à Touba. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal en présence du chef de l'État et plusieurs autres personnalités. Ses confrères, venus avec leur robe d'avocat, lui ont rendu un vibrant hommage. Agibou Soumaré au tribunal de Dakar, l'ancien premier ministre placé en garde à vue hier suite à son audition a été déféré ce matin. Les responsables de son parti Démocratie et République ont rencontré la presse pour peaufiner un plan de riposte pour obtenir la libération de leur leader. Cette interpellation de l'ancien Premier ministre qui justement continue de susciter des réactions de condamnation à travers le responsable de sa communication, la coalition Yewwi Askan Wi, monte au créneau. Élection de représentativité dans le secteur de l'éducation, plus de 50 000 enseignants ont déjà voté, soit près de la moitié des inscrits. Le vote sera clôturé lundi prochain à 10h. Georges Déthié Diop sera avec nous pour le journal international, Cheikh Tidiane Diagne pour les actualités sportives et Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue sur le bras de fer entre l'AFTU et le CETUD à propos de la tarification. Quelles mesures pour une issue heureuse? Débat en fin de journal avec nos deux intervenants. Aliou Baïta, la technique de ce journal, bienvenue à tous. Maître Ousmane Seye a rejoint sa dernière demeure à Touba. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal en présence de plusieurs personnalités, notamment ses confrères venus avec leur robe d'avocat pour lui rendre un vibrant hommage. Cérémonie ce matin. Compte rendu Nafissatou Sila. Tout le barreau, toute génération confondue, venu rendre un dernier hommage à Maître Ousmane Seye. L'espace de prière de la morgue de l'hôpital principal ne pouvait plus contenir tout ce monde. Pour son mentor et ami, Maître Doudou Ndoye, ceci est à l'image du défunt. C'était un homme qui communiquait la joie, l'optimisme et qui respectait beaucoup le savoir. Il respectait le savoir, il communiquait la joie et l'optimisme. Parce que la vie est faite pour ça. La vie n'est pas faite pour être malheureux, elle est faite pour être heureux. C'est comme ça que je vois le destin de l'homme. Être heureux sur terre, accepter les épreuves, transcender les épreuves, les dépasser pour construire un avenir meilleur pour nos enfants. Il a contribué à cela et nous souhaitons pouvoir, même si nous sommes ses grands frères, nous inspirer de son exemple. Ses pères étaient tous dans leur robe d'avocat, leur robe noire, pour honorer l'homme qui était important à leurs yeux, Maître Massor Nakan, un de ses aînés. C'est-à-dire que nous voulions symboliquement l'accompagner, lui montrer que le corps, le barreau du Sénégal, sous la direction de notre bâtonnier, M. Mamadou Seck, a voulu lui rendre un dernier hommage, habillé en robe d'avocat pour vraiment lui témoigner nos prières et lui marquer notre souvenir et vraiment le remercier pour le parcours exceptionnel qu'il a fait en tant qu'avocat. Pour lui, Maître Ousmane Seye aura marqué plusieurs générations avec les dossiers qu'il a eu à gérer. Ousmane Seye était un homme extraordinaire à plusieurs titres, par son courage d'abord, sa générosité, son ouverture. C'était vraiment un grand avocat et c'est une perte pour tout le Sénégal, pour le barreau et pour sa famille. Maître... Il a eu un bel exemple, c'est par son courage, par sa détermination, par ses combats. Vraiment, on ne peut pas oublier Ousmane Seye. Il n'a laissé personne indifférent et personne ne peut l'oublier. Et la Jouve, lui, est revenu sur les principes de l'avocat. Ah oui, non seulement les jeunes générations d'avocats, mais pour toute la jeunesse sénégalaise, de tous bords, d'honneur, une jeunesse engagée résolument dans la voie du développement. Tous ont prié pour leurs amis, frères et collègues, le cœur meurtri, mais rassuré pour ce qu'ils retiennent de Maître Ousmane Seye, qui repose désormais et à jamais à Touba. Le chef de l'État présent donc à cette cérémonie retient de Maître Ousmane Seye un homme engagé. Macky Sall mentionne la disponibilité de l'homme et son parcours remarquable. Écoutons le chef de l'État. Un homme pétri de valeurs, disponible pour son pays, engagé, sans réserve aux côtés de son peuple. Brillant avocat, Maître Ousmane Seye a eu un parcours remarquable, un parcours ponctué par des causes aussi célèbres que variées. Il était soucieux de justice et d'équité. Je présente également nos condoléances aux bâtonniers de l'ordre des avocats et à ses collègues du barreau.
à son parti, le Front républicain, à ses amis de la coalition pour l'émergence et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le chef de l'État, président Macky Sall, donc à l'hôpital principal ce matin lors de la levée du corps de maître Ousmane Seye, qui, je le rappelle, sera donc inhumé à Touba. Il est midi passé de 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Hadjibou Soumaré au tribunal de Dakar, l'ancien premier ministre placé en garde à vue hier suite à son audition a été déféré ce matin. À l'heure où nous parlons donc, il se trouve présentement dans la cave. En attendant, ses partisans exigent sa libération et annoncent des actions pour obtenir donc la libération de Hadjibou Soumaré. Ses partisans étaient face à la presse ce matin. Famadion. L'arrestation de l'ancien Premier ministre, une pilule amère pour ses partisans. Au-delà de l'affaire dite Hadjibou Soumaré, c'est la démocratie sénégalaise qui prend un coup. Et surtout, les questions posées sont légitimes. Propos de Fallou Blaise Diouf, membre du mouvement Démocratie et République. En tant que citoyen, mais n'importe qui d'entre nous pouvait se poser cette question-là. Et si c'était dans un état de droit, je pense que les autorités judiciaires allaient même ouvrir une information judiciaire pour voir si c'est avéré ou pas. Maintenant, il a posé une question, on lui a convoqué, il a répondu en tant que démocrate. Maintenant, nous voulons attirer l'attention que personne ne nous fera reculer. Personne, j'ai dit personne ne nous fera reculer. Nous sommes des Sénégalais. Hadjibou Soumaré, face aux enquêteurs, aurait présenté ses excuses. Ses partisans parlent d'intox. Les questions posées restent maintenues. C'est une fausse information. Hadjibou Soumaré reste sur sa position. Il a interrogé, il a posé des questions pour en savoir, pour que le peuple sénégalais soit éclairé. Au moment où les partisans d'Hadjibou Soumaré tenaient leur conférence de presse, l'ancien Premier ministre se trouve dans la cave du tribunal. Les membres de son mouvement espèrent qu'il va rapidement recouvrer la liberté. Le responsable de la communication de la coalition Yewwi Askan Wi qui condamne également l'arrestation d'Hadjibou Soumaré. Selon Abdoulaziz Mbouch, le président de la République doit répondre et éclairer les Sénégalais sur le supposé don de près de 8 milliards CFA évoqué par l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré dans sa lettre ouverte. Abdoulaziz Mbouch répond aux questions de Ladjundio Goudjen. C'est extrêmement grave et voilà, c'est encore ironique. Quand on voit des gens, des citoyens qui posent des débats, au lieu de les répondre correctement, on les insulte par des communiqués signés par le porte-parole du gouvernement et on les convoque à la police. Nous sommes dans une démocratie, et une bonne démocratie, une démocratie vitale, c'est une démocratie de débat. Si le président on lui pose des questions, parce qu'effectivement le président, il a reçu Marine Le Pen. Ça c'est déjà un affront au peuple sénégalais, au peuple africain. Il a reçu Marine Le Pen. Et alors on lui pose des questions relativement, justement, alors donc prête à des actes posés, je ne sais pas. Mais il n'a qu'à répondre, c'est lui-même le président de la République qui devait sortir avec des réponses très claires, avec une précision alors donc exacte pour démontrer que cette information alors donc n'existe pas. Ces questions n'ont pas justement lieu à d'être posées. C'est le président Macky Sall lui-même qui doit alors donc répondre à cette interpellation. Parce qu'il dit bien c'est une honte, c'est un affront. Aujourd'hui il est en train de pourchasser son opposition, mais il déroule le tapis rouge à un opposant français qui ne respecte pas les Noirs, qui respecte. Au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, quelles sont les actions que vous prévoyez de mener pour soutenir Cheikh Hadjibou Soumaré, qui est quand même membre de l'opposition? Bon, pas singulièrement, parce qu'aujourd'hui, les prisons sont pleines de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion. Et la manifestation qu'on envisage, parmi les objets de la manifestation, c'est justement la libération et la mise en fin de ces arrestations tout azimut. Parce que le cas Hadjibou Soumaré, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est isolé. Aujourd'hui, le principe dans ce pays-là, c'est l'arrestation. Abdoulaziz Mbouch, le responsable de la communication de la coalition Yewwi Askan Wi. Le comité sénégalais des droits de l'homme dans le rouge, dégradé en matière de respect des droits humains, l'absence de moyens humains et financiers, le principal écueil. Alors, question, le CSDH peut-il rebondir? Question que Mohamed Ali Mouba a posée à des droits de l'hommistes. Un déficit de leadership couplé à une absence de moyens financiers et humains. Seydi Gassama pointe le gros boulet que traîne le comité sénégalais des droits de l'homme et qui lui vaut d'être dégradé. Le comité n'a pas joué le rôle que devaient jouer les ONG, dénoncer ces persécutions, mais jamais cette instance qui est censée jouer le rôle de protection des droits humains au Sénégal, bien qu'elle soit étatique, n'a pas élevé la voix pour dénoncer ces actes. Passer de B à A, est-ce possible? Oui, répond Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains, mais à condition qu'il y ait un nouveau leadership. Il faut que les réformes profondes soient mises en œuvre, notamment le budget, la composition,
la direction, la présidence du comité doit être donc destinée à une personne neutre, indépendante, ce qui est loin d'être le cas. Et malheureusement, nous sommes dans cette situation-là. Seydi Gassama invite à un réel changement de paradigme. Il faut que Macky Sall comprenne que la protection des droits humains incombe d'abord à l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal, n'est-ce pas, qui est censé protéger les droits que la Constitution du Sénégal donne aux citoyens. C'est l'État du Sénégal qui est censé protéger les droits que les traités internationaux auxquels il a lui-même souscrit donnent aux citoyens. Donc, pour qu'il puisse protéger ces droits-là, il doit faire en sorte que les instances qu'il a lui-même créées, à savoir le Comité sénégalais des droits de l'homme, à savoir l'Observatoire national de privation de liberté, la cellule contre la traite des personnes, la médiature, que toutes ces structures-là soient renforcées et qu'elles puissent jouer son rôle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide qui est là et coupe les ONG. Vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, mais la société civile, elle est réduite à un statut de think tank. Le Comité sénégalais des droits de l'homme a commencé à perdre de son lustre progressivement sous Abdoulaye Wade. Les choses se sont dégradées sous Macky Sall, selon Seydi Gassama, avec l'avènement à sa tête d'un politique pur jus, membre de la paire. Mohamed Ali Mouba, midi bientôt 12 minutes, je vous l'annonçais en titre, les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, élections qui se poursuivent. Le vote qui a démarré lundi sera clôturé lundi prochain à 10h, mais déjà, notez que plus de 50 000 enseignants ont déjà voté, près de la moitié des inscrits. C'est ce que révèle en tout cas le directeur général du travail et de la sécurité sociale. Alioune Fall précise par ailleurs que les problèmes de connexion à l'Internet plutôt notés au début ont été immédiatement réglés. On l'écoute. Nous sommes au 5e jour des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Comme vous le savez, le vote se fait par voie électronique. On a débuté le lundi à 8h. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons enregistré d'abord pour le collège du corps de contrôle un taux de participation de 72%. Pour les corps préscolaires élémentaires et moyens secondaires, nous avons enregistré un taux de 43%. Donc nous sommes en train de nous préparer au rush qui sera enregistré durant le week-end. Certainement parce que certains auront beaucoup plus de temps et certains pourront se déplacer vers des zones où il est plus facile de procéder au vote. Actuellement, on a près de 50 000 enseignants qui ont pu participer à ce vote-là. Donc, et ça se poursuit. C'est un chiffre qui évolue à la seconde et à la minute. Donc, nous avons monté une cellule de suivi de ce vote-là et en même temps une cellule d'assistance parce que, il faut le noter, il y a certains qui peuvent oublier leur mot de passe ou bien qui en temps peuvent changer de mail. Donc là, on a mis en place une cellule d'assistance technique. Des problèmes de connexion ont été notés au premier jour de ces élections. Alors, où en est la situation à l'heure actuelle? Est-ce que ces problèmes ont été réglés? Bon, j'ai envie de dire, n'exagérons rien parce que chaque fois, je sais que certains sont en train de communiquer autour de ça, mais ce n'est pas un bug, c'est qu'on a noté un ralentissement du réseau à un certain moment. S'il faut rechercher les causes dépassent même le dispositif de vote qui est mis en place. Ça a duré 3 heures. De 8h30, lundi de 8h30 à midi, ce problème était déjà solutionné. Et déjà, au lundi, nous avons eu 20%. Cela veut dire que c'est une journée record. Et puis l'AIBD qui a été classé meilleur aéroport en Afrique, un classement du programme ASQ, qualité des services aéroportuaires de Airport International Council. Une distinction qui concerne 3 critères, la taille de l'infrastructure, sa salubrité et son confort. Une cérémonie a eu lieu pour la remise des distinctions Ndeymati Dieng. Pour Serigne Ahmadou Bambassi, secrétaire général du ministère des Transports aériens, la satisfaction est immense car avec ces 3 prix décernés à l'AIBD, le Sénégal vient de réussir un grand pas répondant à la volonté de l'État de faire de l'AIBD un hub aérien. Ces prix, c'est d'abord le prix meilleur aéroport dans la catégorie 2 à 5 millions de passagers, le prix de l'aéroport le plus agréable en Afrique, le prix de l'aéroport le plus propre en Afrique. Ces prix montrent que les acteurs du secteur jouent pleinement leur partition dans cette œuvre majeure du président de la République qui vise à faire du Sénégal un hub multiservice. Askim Demir, directeur de l'AS, estime que ces distinctions sont le fruit d'un travail acharné. Ce n'est pas le succès seulement de l'AS. L'AS, dans ce projet-là, il était le pilote, mais ça, c'est une réussite qui commence avec notre partenaire AIBD SA, qui continue avec les sociétés de services, que pour ne pas oublier le nom, je ne vais pas citer un par un, mais qui finit avec aussi nos autorités
autorités, le police, le douanier, les gendarmes qui sont aussi participés sans hésitation à ce projet-là. Les objectifs sont encore nombreux selon Serigne Ahmadou Bambassi qui réitère l'engagement de l'État à améliorer davantage la qualité du service au niveau de l'AIBD. Ce n'est pas un aboutissement, mais c'est certainement une étape majeure qui a été franchie, notamment vers l'atteinte des objectifs qui ont été fixés pour cette place aéroportuaire, qui sont d'en faire le premier hub aérien d'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2035 avec 5 millions de passagers par an. Donc tous les acteurs ont beaucoup de travail à faire. Ndeye Mati Dieng-Mbour, Radio Futur Média. Amdallaï Sambambaï, une localité située à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Eh bien là-bas, les habitants ont tenu un point de presse avec des brassards rouges pour décrier les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le manque d'eau et le non-fonctionnement de leur case de santé. Leur cri du cœur dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Amdallaï Sambambaï est une des localités du département de Médina Yoro Foulah qui fait frontière avec la Gambie. Les populations de cette zone vivent un véritable calvaire dû au manque d'eau potable. Nous nous levons à l'aube pour aller à la recherche de l'eau. Vraiment, nous sommes fatigués. Les difficultés liées au manque d'eau et à la santé publique sont la cause de notre rassemblement à cet endroit. Ce village a été créé en 1945, mais depuis lors, nous n'avons pas d'eau potable. Le village compte 3 puits. L'eau de ces puits est de mauvaise qualité à cause de la vétusté de ces ouvrages. Les femmes passent une bonne partie de leur temps à la recherche de l'eau avant d'aller cuisiner le repas. C'est vraiment difficile. Cette zone polarise plus de 1000 habitants. Leur case de santé n'existe que de nom. De l'hôpital ici. On a ici une poste de santé qui se situe au niveau du village, mais une structure de santé qui n'a absolument rien du tout. Il n'y a pas quelque chose que l'on peut citer ici. Les femmes peuvent être en état de grossesse ou en état d'accouchement ici. Pour aller rejoindre l'hôpital, ça leur cause vraiment de difficultés. Il lance cet appel. Nous lançons un appel solennel au président de la République pour qu'il puisse au moins prendre les mesures ou bien les solutions par rapport à ces problèmes que nous venons de dénoncer ici. Malgré leur doléance, ces populations remercient le gouvernement du Sénégal pour la construction de la piste Pata Hamdallaï Sambambaï et l'installation d'une mini-centrale solaire dans leur localité. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Les femmes qui continuent de lister leurs doléances 2 jours après la célébration de la journée qui leur est dédiée, celle du 8 mars, eh bien, à Saint-Louis, celles qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques exigent la signature du décret pouvant permettre leur reconnaissance et son application. Ousseynou Diop, c'est pour révolutionner leur métier, ont-elles dit. Pour ces braves dames de Gokhmbag et Gendar, la reconnaissance juridique des femmes transformatrices est devenue aujourd'hui une priorité. Femme Sar, femme transformatrice. Les femmes transformatrices jouent un rôle très essentiel, mais elles ne sont pas été prises en charge par l'État. Parce que tout le monde peut devenir transformatrice, mais il faut que cette statut existe. Trouvées devant leurs étals, elles n'ont pas manqué de soulever les problèmes des femmes transformatrices dans la ville de Saint-Louis. Elles pensent que l'État doit aujourd'hui prendre toutes les mesures idoines pour la reconnaissance de leur métier. Nous avons besoin d'être accompagnés sur tous les plans, dans le domaine maritime, dans l'achat et la vente de poissons. Nous exerçons un métier très important qui nous permet de satisfaire nos besoins et celui de nos familles. Ce travail est notre gagne-pain. Depuis une décennie, les femmes transformatrices des produits halieutiques du Sénégal réclament la signature du décret de reconnaissance de leur profession. Pour Famassar, beaucoup de femmes travaillent dans le secteur de la pêche, mais l'accompagnement et la reconnaissance du gouvernement font défaut. Mais c'est très difficile parce que les femmes transformatrices ne sont pas reconnues. Le ton est donc donné par les femmes de Saint-Louis. Elles veulent dans l'urgence la signature du décret de reconnaissance de leur profession pour une meilleure organisation de leur secteur. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. RFM, partout. Tout le temps. Au chapitre religion, la ziara générale de Tivaouane, celle de cette année aura lieu après-demain dimanche. Un rendez-vous incontournable pour les fidèles tidjanes. Eh bien, notre correspondante dans la cité religieuse Maguette Sow revient sur l'histoire de cet événement religieux initié par l'homme au bonnet carré, Seydi Aboubakar Sy.
La première ziara générale de Tivaouane, une initiative de Serigne Babacar Sy en 1930, sur demande des fidèles, le premier calife de Maodo avait démarré ce rassemblement religieux avec une seule daïra. El Hadji Mansour Pouy, président national de la Daïratul Ahmadiyya, explique. C'est en 1927 que des fidèles tidjanes ont demandé à Serigne Babacar Sy de faire la ziara, chose il leur a accordée. Et la première ziara a eu lieu en 1930 en présence de tous les fidèles tidjanes. En 1952, l'ampleur s'agrandit. Une autre daïra, Ahmadiyya, fut née. Le 2 juillet 1952, une autre daïra est née du nord de Ahmadiyya grâce à Serigne Mansour Sy Al Khaoumi. Mais la ziara n'était pas générale à cette époque. Nous faisions la ziara, chaque daïra de son côté, Ahmadiyya à part, la daïra Kiram à part aussi. Et c'est après que Serigne Abdou Aziz Sy a demandé que ce soit une seule ziara. Et Serigne Cheikh Tidiane Sy a accepté. Aujourd'hui, la ziara, c'est plusieurs daïras qui sont derrière Ahmadiyya et Kiram. Des centaines de daïras vont converger ce week-end vers la ville sainte pour manifester davantage leur confiance envers leur guide spirituel. Tivaouane Maguetso, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié. Merci Barthélémy Ngom. Au Nigeria d'abord, plusieurs pêcheurs ont été tués par des hommes armés supposés appartenir à Boko Haram. Plus de 30 morts dans le village de Gougo, dans le nord-est du pays. Ces pêcheurs ont été tués par une douzaine d'hommes armés mercredi soir à La Rocha. C'est mercredi vers 16h, heure locale, qu'une dizaine de combattants présumés membres de Boko Haram ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs dans ce village situé dans le nord de l'état de Borno. Les combattants auraient tendu une embuscade aux pêcheurs. Ensuite, ils ont engagé une course-poursuite avec ceux qui tentaient de s'échapper. 3 pêcheurs ont réussi d'ailleurs à s'enfuir et ont pu prévenir les autorités. Le dernier bilan fait état de 37 morts. Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés selon les Nations Unies. Les groupes armés s'en prennent régulièrement à des civils, notamment les bûcherons, agriculteurs ou encore pêcheurs. En Tunisie, 14 migrants subsahariens sont morts noyés après le naufrage de leurs embarcations. Le drame s'est produit au large de la région de Sfax, selon le porte-parole du tribunal de première instance de Sfax qui s'est confié à l'AFP. 3 migrants avaient péri et 34 avaient été secourus par le naufrage. Après le naufrage d'un premier bateau, mardi, et 11 autres sont morts et 20 ont été secourus après celui de mercredi. Le système sanitaire perturbé au Mali. Grève illimitée depuis plusieurs semaines maintenant dans les 2 grands hôpitaux du pays. La grogne sociale dans les CHU Gabriel Touré et Point G impacte malades et accompagnants. Malgré cela, les syndicalistes disent être déterminés à poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Zanga Abdoulaye Ouattara. Le personnel de l'hôpital Gabriel Touré continue d'observer son mot d'ordre de grève illimitée. Les responsables du syndicat dénoncent l'indifférence du gouvernement et promettent de poursuivre leur grève jusqu'à la satisfaction totale de leurs doléances. À l'hôpital du Point G aussi, il n'y a eu aucune négociation avec le gouvernement depuis le déclenchement de la grève illimitée il y a plus d'1 mois aujourd'hui. Professeur Guida Landouré, adjoint du secrétaire général du syndicat de l'hôpital du Point G. Le gouvernement n'a pas engagé de négociations avec nous en violation de la loi qui dit que depuis le dépôt du préavis de grève, le gouvernement doit engager dans les 15 jours qui suivent un dialogue en mettant en place une commission de conciliation. Donc si cette grève perdure aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute, mais c'est de la faute du gouvernement qui refuse de nous parler et c'est déplorable. Le bureau des entrées de l'hôpital Gabriel Touré, habituellement pris d'assaut par les malades et leurs accompagnants, est quasiment vide ce matin. Déjà à 10h, il n'y a pas de contrôle. C'est là que nous avons rencontré Bakary et son frère. Il se confie. Depuis à 8h, nous on a fini jusqu'à maintenant. On n'a vu aucun docteur. Et puis on a vu les gens en train de se plaindre. Que non, il y a les docteurs qui refusent de les consulter parce qu'ils sont en grève. Imagine si les gens perdent la vie pour ça. C'est qu'on demande au docteur de mettre un peu d'eau dans les vins. Quelques minutes plus tard, nous observons des usagers satisfaits de leur prise en charge. Ils disent avoir bénéficié du service minimum. Je suis venu de Kouloukourou avec ma femme. Elle a reçu tous les soins nécessaires. Je
suis là depuis le samedi. L'opération s'est bien passée. Nos malades ont été pris en charge. Leurs deux syndicats réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et le renforcement du plateau technique. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. L'Allemagne pour terminer, 8 morts dont un homme armé dans une fusillade dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg. D'autres personnes ont été blessées, pour certaines d'entre elles grièvement. Selon le magazine Der Spiegel, l'auteur présumé des coups de feu est un ancien membre des témoins de Jéhovah âgé d'une trentaine d'années et il était armé d'un pistolet. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Midi 25 minutes, cette information qui vient juste de nous parvenir. Agibou Soumaré qui vient d'être placé sous le régime du contrôle judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles. Son dossier est confié au juge du 3e cabinet. Nous y reviendrons avec Sali Mataou qui était au tribunal ce matin. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le bras de fer entre l'AFTU et le CETUD à propos de la tarification. Quelle mesure pour une UCI heureuse? Débat donc avec nos deux intervenants en fin de journal. Damboup, vice-président du GIE Transport Mboup, membre de la commission de l'AFTU, l'association de financement des transports urbains, et Ibrahim Ndongo, expert consultant en transport. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Barthélémy, bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, le Sénégal qui dispute demain sa finale, ce sera contre la Gambie. Oui, un derby entre le Sénégal qui va jouer sa 4e finale de rang et la Gambie qui va donc découvrir ce stade de la compétition. Présent aux côtés des Lionceaux depuis le début du tournoi en Égypte, le 12e Gaïndé, renforcé par la colonie sénégalaise au Caire, veut jouer sa partition. Nous avons joint ce matin Issa Laye Diop, le président du 12e Gaïndé. Dans quelques heures, une finale inédite se jouera entre le Sénégal et la Gambie, qui sont un pays sous 2 drapeaux différents. La finale pouvait même se jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio ou bien au stadium de Bakau, tellement les deux équipes se connaissent et se valent. Entre les deux meilleures attaques et les deux meilleures défenses, il y aura forcément du beau. Même si le Sénégal a un avantage psychologique sur la Gambie pour avoir été champion de l'IFOA en Mauritanie. Ça se prépare. Autant sur le plan technico-tactique avec le coach Malick Daf et ses joueurs qui sont en train de faire un excellent boulot et qui ont fini de montrer à la face du monde que le Sénégal est un pays de football. Mais autant sur le plan de la mobilisation, nous sommes en train de nous mener corps et âme avec le président Mohamed Tal, qui est président des étudiants sénégalais ici en Égypte, auprès de l'ambassadeur aussi du Sénégal ici au Caire, de mobiliser et de mutualiser nos forces pour maximiser nos chances. Nous ne sommes pas euphoriques, mais nous sommes très optimistes. Nous recevons tous les jours des messages de prière, d'encouragement et des conseils continus venant du Sénégal. Et tout ceci augure du bon pour éventuellement une victoire sur la Gambie. En tout cas, nous sommes très optimistes et vraiment nous souhaitons qu'à la fin du match, que le Sénégal sorte vainqueur et champion d'Afrique, Inch'Allah. Issa Laye Diop, le président du 12e Gaïndé. Sur le plan technique, nous nous acheminons vers une confrontation délicate entre Sénégalais et Gambiens, si l'on en croit le doyen Abdoulaye Diaw, qui a réagi ce matin dans RFM Matin. Nous avons des raisons de croire à ce sacre-là. Nous les avons regardés jouer tout au long de ce championnat. Je n'avais pas encore vu une équipe sénégalaise qui a autant dominé son sujet. Il y a le style, il y a la manière, il y a l'efficacité. Ils ont même excellé dans des domaines où les Sénégalais étaient poussifs, notamment le jeu aérien. Le corner est devenu une remise en jeu chez les Sénégalais. C'est devenu un danger de but avec cette équipe locale. Il y a la maîtrise aussi. On dit généralement qu'une équipe ressemble le plus gros du temps à son entraîneur. Vous n'avez peut-être pas, vous, eu l'occasion de voir Malick Daf. Moi, je l'ai vu jouer. Mieux, je l'ai suivi de très près en équipe nationale. Il réunissait pas mal de qualités qui faisaient de lui une plaque tournante. L'équipe de Malick Daf joue de la même manière. Mais il faut aller aujourd'hui à l'essentiel. Ils ont bien joué, disait-on jadis, mais ils n'ont pas gagné. Aujourd'hui, il faut bien jouer et gagner. Bien, quand les Sénégalais gagnaient la CAN et peut-être encore le CHAN, que ces Sénégalais avaient gagné en brandissant aussi la palme de l'élégance. Et puis nous nous mettrons à rêver encore de d'autres conquêtes aussi colorées, celle-là avec les cadets, et surtout l'avenir,
c'est avec la petite catégorie. Voilà, donc le doyen Abdoulaye Diaw qui revenait sur le match de demain devant opposer le Sénégal à la Gambie. Il s'agit donc de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux moins de 20 ans. Pour rappel donc que le match de classement se déroule ce vendredi à 14h. Elle met aux prises la Tunisie et le Nigeria. A précisé que la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal et la Gambie sont tous donc qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Ils vont représenter le continent africain. Et nous parlons boxe à présent, cher, le championnat d'Afrique pour la zone 2 avec les compétitions qui se poursuivent ici à Dakar. Oui, ce soir pour les demi-finales au centre des expositions de Diamniadio, Tidiane Diop, 63-67 kg, représente le Sénégal à ce stade de la compétition. À noter que 9 pays participent à l'événement. À vous Barthélémy pour la suite du journal. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Hadjibou Soumaré en position de garde à vue. Après plusieurs heures d'audition sur son questionnement autour des 7 milliards neufs que le président Sall aurait offert au visage de l'extrême droite en France, Marine Le Pen, l'ancien Premier ministre s'est vu notifier une position de garde à vue. Question, qu'est-ce que Hadjibou Soumaré a dit aux enquêteurs ou qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour qu'on en arrive là? L'observateur répercute sans attendre les propos d'Hadjibou Soumaré sur procès verbal. Il dit, je n'ai rien affirmé, je ne confirme rien, je ne suis pas dans la preuve. Je parle en tant que chef de mouvement politique et j'attends les réponses du président Sall. Le montant de 7 milliards neufs que j'ai avancé est juste une hypothèse. Autant dire donc avec le quotidien qu'Hadjibou Soumaré obtient alors ses réponses avant même d'avoir vérifié ses hypothèses, placé un garde à vue. Source A en conclut que le ciel s'abat sur l'ex-premier ministre. Peut-il s'en sortir alors? Enquête note qu'Hadjibou n'a pas le choix pour se dégager de l'étreinte du procureur. Il va devoir présenter ses excuses, des excuses publiques. Dans Vox Populi, Mme Adama Gueye, l'avocat d'Hadjibou Soumaré, affirme que jusque-là, aucun chef d'accusation n'a encore été notifié à l'encontre de son client. Selon Abdoul Mbaye, qui s'exprime toujours dans le journal, il y a peut-être erreur de la part de Hadjibou Soumaré, mais à le placer en garde à vue est une erreur certaine et inutile. Seydi Gassama d'Amnesty International section Sénégal estime qu'Hadjibou ne doit pas aller en prison pour des interpellations faites au président Macky Sall. En tous les cas, Hadjibou, pour des questions, il a eu droit à une partie de marinade à la sûreté urbaine, énonce textuellement le journal Busby. Le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, avertit les fauteurs de troubles. On les arrête et on les juge, c'est tout. Pendant qu'on y est, le journal Les Échos informe que le défilé de certains partisans de Sonko a commencé au cabinet du juge pour audition au fond. Fadilou Keïta a été entendu tandis que NIT-2 a été programmé. Le journal remarque que les avocats de Fadilou Keïta ont déposé une demande de liberté provisoire. Pendant ce temps, l'opposition affûte ses armes pour mieux faire face au régime en place. Yewwi appelle à un giga meeting mardi prochain avec ou sans autorisation, avertit-on. Des marches dans tous les départements du Sénégal le 15 mars. Pour contourner le préfet, 2 sites ont été choisis, le terrain à Capes des Parcelles et le terrain Kharialla de Grand Yoff, énonce textuellement le journal Les Échos. Selon Vox Populi, Yewwi veut chauffer la rue publique les 14 et 15 mars à la veille du procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Et le journal note que Sonko avertit Macky, on va marcher, c'est moi qui vais même donner l'ordre. S'ils veulent arrêter quelqu'un, qu'ils m'arrêtent moi, Ousmane Sonko. Contentieux sur le loyer à peine entré en vigueur, la nouvelle loi portant baisse du loyer pose problème. L'observateur remarque que depuis le début de la baisse, plus de 436 plaintes ont été reçues. Dakar et Keur Massar, les localités où il y a plus de problèmes. Et puis sport pour boucler, CAN U20, Sénégal-Gambie, c'est demain la finale. Veillée d'armes dans la tanière. Sénégal-Gambie, c'est avant tout un duel d'artificiers, énonce sexuellement le journal Record. Oui, duel Pape Demba Diop et Adama Bodian. Le premier a 5 buts à son compteur, le second 4. Et puis dans Sunulam, Balla Gaye 2, la grande star de la lutte, ovationné, adulé, sa cote de popularité reste intacte selon le confrère. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons à point de vue donc sur le bras de fer entre l'AFTU, l'association de financement des transports urbains,
Et le CETUD, donc à propos de la tarification, eh bien, cette question, quelle mesure pour une issue heureuse? Pour en parler, nous sommes avec Dame Mboup. Monsieur Mboup, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président plutôt du GIE Transport Mboup, membre de la commission de l'AFTU. Notre deuxième intervenant, Ibrahima Ndongo. Monsieur Ndongo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes expert consultant en transport. Alors, je donne la parole d'abord à Dame Mboup, vice-président du GIE Transport Mboup, membre de la commission de l'AFTU. Monsieur Mboup, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons qui vous ont poussé à augmenter les tarifs? Bonjour, chers auditeurs de la RFM. Voilà, les raisons sont simples. Nous avons constaté qu'en depuis 2005, date de la première distribution des premiers minibus de l'AFTU, le prix du carburant était de 540 francs. Et aujourd'hui, le prix du carburant a subi une hausse de 215 francs, soit 755 francs. Et nos tarifs qui étaient en vigueur en 2005 n'ont toujours pas changé. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est nous savons tous que le cours mondial a subi des hausses un peu partout. Les denrées de première nécessité ont subi des hausses. Les pneus, les batteries que nous utilisons dans nos véhicules, les pièces détachées, les contrats d'assurance, le coût de la visite technique, le service après-vente, les redevances même que nous payons au niveau des municipalités, tout ça a subi des hausses énormes. Et tout ça, durant toute cette période, nous avons gardé nos tarifs intacts, inchangés. En ce moment même, on peut même parler des retraites, parce que l'AFTU donne des véhicules aux transporteurs sous forme de crédit bail. Et depuis 2005, nous payons des traites en 60 mois. En 2005, le prix de la traite était de 390 111 francs, de 2005 à 2010. De 2010 à 2012, avec l'introduction des King Long, le prix de la traite est passé de 390 111 francs à 518 419 francs. De 2012 à 2017, le prix de la traite est passé de 518 419 francs à 583 284 francs. Suivez bien. Et de 2019 à nos jours, elle passe de 583 284 à 729 163. Et figurez-vous, pendant tout ce temps, le prix du transport n'a toujours pas changé. Donc, nous avons de réelles difficultés à rentrer dans nos fonds. D'accord. Mais en augmentant les tarifs, certainement, vous avez lu le communiqué du CETUD hier, qui signale qu'en augmentant les tarifs, vous violez les termes de la convention d'exploitation. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, nous connaissons ce qui se trouve au niveau de la convention. Nous avons le droit de déposer une demande d'augmentation de tarifs. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons déposé sur la table du CETUD. Le CETUD a organisé avec l'AFTU un comité de réflexion dans ce sens. Et le comité a travaillé dans ce sens. Et on a fini en fait depuis longtemps ce travail. Nous, on pensait que le CETUD a déposé le rapport au niveau de la table du ministère. Écoutez, le CETUD a 45 jours pour travailler dans ce sens, pour le finaliser et le déposer sur la table du ministère. D'accord. Et le ministère a 30 jours pour finaliser son travail et donner une réponse. Et le cahier de charge dit que si nous ne recevons pas de réponse après les 30 jours, on peut considérer les tarifs demandés comme applicables. Et donc, vous n'avez toujours pas reçu de réponse? En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons fini ce travail-là. Le comité était constitué des membres du CETUD et des membres de l'AFTU. Nous avons fini le travail depuis plus de 2 semaines. Et nous, à notre grande surprise, on pensait que le CETUD était au courant en fait, de notre urgence d'augmenter les tarifs, parce que nous n'arrivons plus à rentrer dans nos fonds, nous travaillons à perte, nous n'avons plus le temps. Donc, ils ont pris le temps, en fait. Ils n'ont toujours pas déposé ça. Ils n'ont toujours pas déposé. Et nous on se dit que, écoute, on ne sait pas quand est-ce que le CETUD va déposer, donc on ne peut pas rester là, les bras croisés à attendre. On a pris nos décisions et nous prenons nos responsabilités. On sait que ça allait faire du bruit, mais nous avons pris la décision d'augmenter 50 francs sur chaque section en attendant que le CETUD avec le ministère finisse le travail. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Mboup. Ibrahima Ndongo, expert consultant en transport. Est-ce que vous comprenez cette hausse? C'est légitime selon vous ou pas? Allô? Oui.
Je dis, est-ce que vous comprenez cette hausse? À vos yeux, c'est légitime ou pas? Mais vous savez, déjà, monsieur a déjà brossé largement le problème. Je pense qu'il a donné tous les justificatifs nécessaires. Vous savez, en matière de transport, il y a ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Aujourd'hui, comme il vient de le dire tout à l'heure, les charges d'exploitation sont aujourd'hui en nette hausse. Sur ces charges d'exploitation, il y a une part non négligeable occupée par le carburant. Donc, si les traites augmentent, les charges d'exploitation augmentent, eux-mêmes étant des consommateurs alors que le coût de la vie augmente, c'est parce que simplement je trouve humblement qu'ils ont raison de demander... Mais est-ce que la décision n'est pas un peu unilatérale, puisque là, le CETUD demande à ce que cette augmentation soit immédiatement suspendue et que les transporteurs respectent les tarifs en vigueur? Mais est-ce qu'on peut demander à un opérateur économique privé de vendre à perte? Oui, c'est des privés, mais qui ont un service public. Mais absolument, voilà la raison pour laquelle que de partout dans le monde, le transport urbain, en tout cas, le transport urbain est subventionné. C'est le cas du TER, c'est le cas de Dakar Dem Dikk, mais AFTU aujourd'hui qui fait exactement du transport régulier comme le Dakar Dem Dikk, comme le futur BRT ou le TER, mais à des lignes d'exploitation qu'il a obligation de respecter. C'est un cahier de charge. Et le CETUD aujourd'hui, est-ce un organe de régulation ou un gendarme? C'est une question à se poser. Et les tarifs sont déterminés normalement par un comité interministériel qui doit à chaque fois se réunir en même temps que les consommateurs, les associations de consuméristes pour fixer les prix. Est-ce que ce préalable-là est respecté? Mais ce qui est sûr et certain, à mon avis, moi je dois dire que je n'ai pas de confidentiel là-bas, c'est clair et net, je dois le préciser. Aujourd'hui, que le AFTU qui transporte 1 300 000 usagers par jour, si on menace de suspendre leur activité, je crois que c'est vraiment régler un problème par un autre beaucoup plus grave. Parce qu'il faut absolument négocier, et je crois qu'il faut négocier. Parce que l'AFTU, avec ces 1 300 000 personnes par jour transportées, c'est le cumul de Dakar Dem Dikk, du futur BRT et même du TR. Il fait 2 fois plus leur volume. Et il faut reconnaître que aujourd'hui, mais il y a d'autres opérateurs qui ont déjà augmenté leur hausse, qui ont déjà augmenté leurs tarifs. Je veux parler des cars rapides, tout le monde sait qu'ils ont réajusté leur prix. Les Dakar, en plus de le saucissonnage qu'ils font, ils paient maintenant de Dakar, vous ne pouvez pas aller avec un car rapide ou un Ndiaga directement de Dakar. Oui, mais sauf que aussi AFTU, c'est une société de transport bien organisée, reconnue par l'État. C'est différent des cars rapides et autres clandos. Mais voilà, les clandos, les taxis urbains et les Ndiaga et cars rapides ont réajusté leur prix. Ils ont le site n'a pas pu l'empêcher. Donc, je crois que, humblement, à mon avis, il convient aujourd'hui, et on finira absolument par ça, c'est-à-dire, il faut négocier avec le CETUD qui est un poids lourd du transport urbain, et qui, en plus, d'après les nouvelles que j'ai, a épongé contact des prêts au niveau des banques et paye jusqu'à hauteur de plus de 99%. Donc, c'est un partenaire qu'il faut aussi protéger. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndongo. M. Mboup, le CETUD vous demande d'arrêter immédiatement, je le disais tout à l'heure, donc, cette hausse et de revenir au tarif en vigueur. Cela veut dire que vous n'êtes pas prêt à revenir en arrière? Écoutez, nous ne sommes pas prêts à revenir en arrière et nous ne reviendrons pas en arrière parce qu'il n'est pas possible de travailler à perte. Nous travaillons déjà à perte depuis bien longtemps. Là, assez, on en a assez. Nous avons déposé cette demande sur la table du CETUD. C'était au CETUD de faire en sorte que la réponse nous soit restituée le plus rapidement possible. Le CETUD, ils sont au courant, ils savent que nous travaillons à perte. Ils sont à phase avec nous sur notre situation. Maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de timing en fait. Ils ont trop pris de temps pour donner une réponse. Alors que nous ne pouvions pas. Nous avons des charges très très lourdes. Et le carburant, comme l'a si bien dit M. Ndongo, est la charge la plus élevée au niveau du transport. Et comme il l'a si bien dit, nous ne reculerons pas. Nous n'allons pas changer les tarifs. Et le CETUD a brandi des menaces, comme quoi ils vont retirer des licences. Et sachez que si le CETUD retire une seule licence, ne serait-ce qu'une seule licence, tout le réseau sera paralysé. Parce que nous sommes unis par rapport à ce combat. Est-ce qu'il ne faudrait pas engager des négociations
pour ne pas faire subir les usagers, bien sûr. Écoutez, nous n'avons pas les usagers. Écoutez, je vais vous donner une information. Les usagers, la plupart des usagers sont en phase avec nous. Parce qu'eux-mêmes, ils subissent la hausse. Ah non, parce que, M. Mboup, parce que là, le reportage, certainement, vous ne l'avez pas suivi, que nous avons effectué hier et diffusé sur cette antenne même, on entend des passagers qui dénoncent cette hausse, puisqu'ils disent qu'ils ont été pris de court, ils n'ont pas été informés en amont. Là, ça pose problème. En fait, les passagers fustigent le fait qu'ils n'ont pas été communiqués en amont. C'est ça le problème. Mais ils nous comprennent, en fait, par rapport aux charges d'exploitation très lourdes que nous subissons et que nous n'arrivons pas à rentrer dans nos fonds. Ça, ils le comprennent. On les explique. On communique avec eux de proximité, avec nos receveurs, ils communiquent avec eux et ils comprennent. Il y en a qui ne posent pas de problème, mais ils fustigent le fait de ne pas avoir communiqué assez tôt. Et ça, nous sommes d'accord. D'accord. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, M. Mboup Dam, dans le journal de 13h. Ibrahim Ndongo, je termine avec vous. AFTU qui maintient sa position, le CETUD qui menace. Quelle doit être la position adoptée? Maintenant, je crois que c'est le moment pour les consommateurs d'entrer en scène et puis d'essayer de concilier les deux positions. Parce que c'est vrai, AFTU n'a pas le droit de décréter unilatéralement la hausse des prix. Le CETUD aussi ne doit pas faire la sourde oreille à la demande de l'AFTU. Obligatoirement, il faut qu'il négocie. Maintenant, si il décide de suspendre, par exemple, comme mesure de rétorsion, de suspendre des licences, mais ils vont faire un esprit corporatiste. Ils ont décidé de retirer des licences. Mais oui, mais si on le fait aujourd'hui sur 1 300 000 personnes transportées par l'AFTU, qu'est-ce qui va se passer? Non. Moi, je crois que ce n'est pas une solution. CETUD, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, c'est un organe de régulation. Donc, qui doit être à équidistance, donc qui doit analyser. Et puis, je sais qu'il y a parmi eux, là-bas, des personnes qui sont censées être vraiment de grands transporteurs, de grands opérateurs, des sachants. Mais ce n'est pas du n'importe quoi qu'il y a là-bas. Ils savent très bien qu'on ne peut pas faire du dumping, on ne peut pas vendre à perte, d'autant plus que c'est interdit par la loi. D'accord. Merci beaucoup Ibrahim Ndongo. On vous retrouve également dans le 13h. Ce sera avec Eladji Diogoudjen. Ibrahim Ndongo, expert consultant en transport. Merci également à Dame Mboup, vice-président du GIE Transport Mboup, membre de la commission de l'AFTU, l'association de financement des transports urbains. Mesdames, Messieurs, c'était le dernier point de cette édition. Avant de vous quitter, retenez cette information. Agibou Soumaré, finalement libéré par le procureur. Le parquet donc qui a annulé toutes les poursuites contre l'ancien Premier ministre Agibou Soumaré. C'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Gomis en nom d'Aluba, digitalisation Yacine Pouy, réalisation Eladji Diogoudjen que vous allez retrouver à 13h, chef